Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Je vous rappelle que nous avons configuré cette architecture de réseau sur une plateforme virtuelle en utilisant le logiciel VMware Workstation 12. Nous avons configuré la machine au milieu, qui est une machine 16.04 comme un routeur pare-feu, en ajoutant bien sûr les règles de routage et de filtrage sur ce routeur. On a interdit tout accès vers le réseau LAN. Par contre, on a autorisé l'accès vers le serveur web de la zone DNZ. Le serveur web qui est une machine Debian 8.6.0 sur laquelle nous avons installé Apache 2, puis nous avons sécurisé l'accès à cette machine avec le protocole HTTPS. Donc, si vous voulez réaliser une architecture similaire, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Nous avons hébergé nous-mêmes notre serveur web. Dans mon cas, le serveur est hébergé chez moi à la maison, derrière un routeur ADSL, et le service DNS dynamique nous a résolu le problème du changement dynamique de l'adresse IP publique. Donc, le site web est accessible par un nom de domaine que j'ai créé à partir de n'importe quelle machine connectée à Internet, bien sûr, à condition de laisser le serveur web allumé pour pouvoir répondre à ces requêtes. Maintenant, si je veux administrer mon serveur web à distance, par exemple, si je veux ajouter un contenu à une page web et je suis au boulot, j'ai donc besoin de me connecter à distance sur la machine et ouvrir une console comme si je suis en face de mon PC. Ceci est possible grâce au protocole SSH. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à administrer une machine Linux à distance d'une façon sécurisée. Beaucoup d'utilisateurs de Telnet, de FTP ou d'autres programmes de même type ne se rendent pas compte que leurs données, et notamment les mots de passe, sont transmis à travers les réseaux en clair, ce qui constitue une faille évidente dans la sécurité de leur réseau. Comme on ne peut pas empêcher quelqu'un d'intercepter les données qui transitent sur l'Internet, il faut trouver un moyen pour que le client et le serveur communiquent de manière sécurisée. SSH est là pour cette raison. SSH est le protocole le plus utilisé permettant de se connecter à distance de façon sécurisée à une machine Linux. D'ailleurs, SSH signifie sécurité. L'implémentation d'SSH la plus utilisée à ce jour est OpenSSH, présente par défaut sur tous les dépôts officiels des distributions Linux. Donc, comme première étape, on va installer sur cette machine le serveur OpenSSH et le configurer. Donc maintenant on est sur la machine Debian, donc ce qui est dans la zone DNZ, donc c'est notre serveur web. Je vais installer OpenSSH server. La commande c'est apt-get install OpenSSH server. Oui. Le fichier de configuration de ce serveur, c'est le fichier sshd-config, situé sous le répertoire /etc/ssh. Donc, on va éditer ce fichier avec l'éditeur de texte en ligne de commande nano, par exemple. Nano /etc/ssh/sshd-config. Donc, sur cette ligne, port 22, c'est le port d'écoute par défaut de SSH. Pour des raisons de sécurité, on va le faire écouter sur un autre port. On va donc changer cette ligne, mais avant, on va utiliser la commande de netstate pour voir quels sont les ports qui sont déjà occupés sur la machine, pour donc choisir un port libre
La commande c'est netstate -a pour afficher toutes les sockets on écoute, donc L, protocole TCP. Je vais ajouter l'option N pour ne pas faire la résolution des noms de domaine et des noms de protocole. Voilà, donc vous voyez que le port 22 est déjà en écoute sur l'IP version 4 et l'IP version 6. Donc, puisque le service SSH après installation est déjà démarré sur ce port. On va choisir par exemple un port difficile à deviner, par exemple 23147. Donc sur la ligne port 22, je vais modifier le port 23147, bien sûr. Vous pouvez choisir un autre port. Ensuite, c'est cette ligne permit root login without password. Donc, ceci autorise les connexions en tant que root, mais avec une paire de clés et non pas avec un mot de passe. Donc, on n'a pas encore vu l'authentification par paire de clés. Donc, pour le moment, je vais modifier ça par yes. Donc, autoriser les connexions comme étant root avec mot de passe. Je vais enregistrer les modifications. Bien sûr que pour que ces modifications prennent effet, je dois redémarrer le service SSH. Donc, je vais mettre service SSH restart. Donc, si je mets encore une fois la commande netstate, vous constatez que l'écoute se fait cette fois sur le port 23147 et non pas sur le port 22. Maintenant, sur le routeur ADSL, je vais ajouter un mappage de port pour dire si vous recevez des requêtes sur le port 23147 depuis l'extérieur et l'adresse de destination c'est l'adresse IP publique du routeur ADSL, il faut rediriger ces requêtes vers l'adresse 192.168.1.100 sur le port 23147, mais aussi une autre ligne IP table sur le routeur pour appliquer un NAT de destination pour rediriger encore une fois les paquets à destination 192.168.1.100 sur le port 23147 vers le serveur web d'adresse 192.168.20.2 sur le même port. On a vu tout ça sur la vidéo numéro 2. Configurer une machine Linux comme un pare-feu. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo pour comprendre ces redirections. N'oubliez pas aussi que qu'on a configuré notre pare-feu pour bloquer tout trafic. Donc sa politique par défaut c'est bloquer tout. On doit donc ajouter une nouvelle règle pour autoriser explicitement le passage de ces paquets depuis l'interface 192.168.1.100 vers 192.168.20.2. Donc tout d'abord sur le routeur ADSL, on a ajouté un mappage de port. Donc pour rediriger les paquets à destination le port TCP 23147 vers 192.168.1.100 sur le même port. Et maintenant sur le routeur, je vais ajouter une nouvelle ligne IP tables sur la table NAT. Rerouting avant d'effectuer le routage. Les paquets qui entrent sur l'interface ENS39 à destination 192.168.1.100 sur le protocole TCP et le port de destination 23147, appliquer un NAT de destination to destination
l'adresse de mon serveur web, donc 192.168.20.2 et le port 23147. Maintenant, on va ajouter une règle iptables sur la chaîne forward pour dire si vous recevez des paquets sur l'interface NS32 à destination de la machine d'adresse 192.168.20.2 en utilisant le protocole TCP et le port de destination 23147, appliquez la fonction accept. Donc maintenant, je vais configurer bien se connecter depuis une machine située quelque part sur Internet. Je vais me connecter sur mon serveur web. Pour faire ça, j'ai donc choisi une machine Ubuntu 16.04 pour jouer le rôle du client SSH. Donc le client SSH est installé par défaut sur la distribution Ubuntu 16.04. Et pour se connecter sur le serveur web, il suffit de taper la commande SSH. Je vais me connecter en tant que root. Je vais mettre le nom de l'utilisateur root, add. Je peux mettre l'adresse IP de la machine distante ou bien le nom de domaine. Donc je vais mettre le nom de domaine. Et je vais me connecter en utilisant le port 23147. Donc si je ne mets pas -P 23147, il va se connecter sur le port par défaut qui est le port 22. Entrée. Il a dit que l'authentification de la machine ne peut pas être réalisée. Il a dit que ECDSAK fingerprint is SHA 256, tout ça. Are you sure you want to continue connecting? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi avant tout un fingerprint? Donc un fingerprint, c'est l'empreinte d'un fichier. Dans ce cas, c'est l'empreinte de la clé publique de notre serveur web. C'est une valeur, généralement une chaîne de caractères en hexadécimal, qui permet d'identifier de façon unique la clé publique. Donc deux clés publiques auront certainement deux empreintes différentes. Dans la pratique, ces empreintes sont calculées avec des mécanismes cryptographiques appelés fonctions de hachage, qui vont hacher le certificat pour obtenir son empreinte unique. SSH fonctionne avec des mécanismes de chiffrement à clé publique. Quand on se connecte, on récupère la clé publique du serveur pour pouvoir chiffrer les communications. Donc, comme on a vu pour HTTPS, en réalité, donc, on envoie en utilisant ce chiffrement asymétrique une clé symétrique et par la suite, le reste de la communication se fait en utilisant le chiffrement symétrique puisqu'il est plus rapide. Afin de vérifier qu'on dialogue avec le bon serveur SSH, il est important de vérifier l'empreinte de la clé publique reçue pour voir si on ne s'est pas trompé de serveur. Puisqu'un serveur différent aura des clés différentes, donc qui auront elles-mêmes des fingerprints différents. Le client OpenSSH fait tout ça. Il nous demande de vérifier l'empreinte de la clé publique reçue. Donc, on doit tout d'abord connaître l'empreinte de la clé publique du serveur. Pour faire ça sur le serveur web, je vais mettre la commande SSH keygen -lf et l'emplacement de la clé publique etc SSH host ECDSAK.pub
entrée. Donc, il a dit que l'empreinte du certificat est la suivante, donc 15 AA et ainsi de suite. On a choisi ici l'algorithme ECDSA puisque sur le client, il a choisi ce type. Donc, si je fais par exemple ls pour voir le contenu de /etc/ssh, donc vous voyez que pour le serveur, il y en a plusieurs clés. Donc, la clé publique en utilisant l'algorithme DSA, la clé publique en utilisant ECDSA, la clé publique en utilisant RSA. Dans ce cas, il a voulu se connecter en utilisant la méthode ECDSA. Et donc, l'empreinte de la clé publique, c'est celle-là. Donc, pour qu'on puisse la comparer avec l'empreinte affichée sur le client, qui n'est pas affichée sur le même format. Donc, je vais mettre avant tout CTRL-C pour quitter. Pourquoi? Parce que depuis la version OpenSSH 6.8, l'empreinte est affichée en base 64, mais auparavant, elle était donnée sous la forme d'un hachage MD5. On peut vérifier la version de SSH sur le client, donc c'est OpenSSH 7.2, ça dépasse la version 6.8, mais sur le serveur, la version c'est 6.7, donc certainement l'affichage est différent. Donc pour remédier à ça, je vais mettre sur la commande SSH root le nom de domaine et le protocole 23147, l'option -O, et je vais mettre fingerprint h égale MD5. Entrée. Maintenant, il a donc affiché le fingerprint avec en hexadécimal, donc ça commence par 15 A1 D5. Sur le serveur, c'est 15 A1 D5 et vous pouvez donc vérifier. Ça se termine par F8 53 3F, F8 53 3F. Ça se termine par 63. Donc c'est bon. Puisque maintenant je suis sûr que je me suis connecté sur le bon serveur, je vais répondre par yes. Normalement, maintenant, la clé publique du serveur est ajoutée au fichier known hosts situé sur le répertoire .ssh, le répertoire caché SSH. Donc, je vais mettre avant tout le mot de passe de root. Donc, vous voyez, Debian, GNU Linux, CAM, Zwit, et ainsi de suite. Donc, je suis maintenant sur la machine Debian. Je suis connecté sur le serveur web à distance en utilisant SSH, mais il faut faire attention, on est connecté en tant que root, donc il faut faire attention à ce que vous tapez sur la ligne de commande. Je vais mettre donc quelques modifications sur la page web réception.html pour mettre en évidence l'intérêt de se connecter, bien d'administrer à distance une machine Linux. Donc je suis au boulot par exemple, je me connecte à travers SSH sur le serveur web hébergé chez moi à la maison et je vais apporter quelques modifications sur les pages web hébergées. Donc je vais mettre nano/var/html, la page réception.html. Avant tout, je vais afficher le site web. Login et le mot de passe par exemple.
Donc la page réception.html contient une ligne réception des paramètres de connexion. Je vais modifier ça à distance. Donc je vais ajouter une ligne. Toujours à la ligne. Et puis je vais mettre modification apportée en utilisant le protocole SSH, enregistré. Maintenant, je vais actualiser la page web. Et vous voyez que la page a été modifiée. De la même façon, on va administrer notre routeur, notre pare-feu, à distance en utilisant le protocole SSH. Donc, normalement, la première étape sur le routeur, c'est installer le serveur OpenSSH. Donc, j'ai besoin de me connecter au dépôt officiel d'Ubuntu. Donc, j'ai besoin d'une connexion à Internet. Je vous rappelle qu'on n'a pas configuré le routeur pour se connecter à Internet sur la vidéo numéro 2. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va ajouter des règles de filtrage qui permettent l'accès à Internet. Sudo iptables output pour les paquets émis par le routeur lui-même. La source, c'est l'interface 192.168.1.100. L'interface connectée avec le routeur ADSL. Le protocole ICMP, accept, pour autoriser un ping vers un site distant. Donc, pour autoriser aussi les paquets réponse à ces requêtes ping, je dois ajouter une nouvelle ligne sur la chaîne input pour dire si vous recevez des requêtes réponse à des paquets déjà émis, donc autoriser, c'est accepter l'arrivée de ces paquets. Moins state published et relate accept. Je vais tester par exemple ping www.google.com unknown host. Donc avant tout, je vais dire à cette machine d'utiliser l'adresse de mon routeur ADSL comme serveur DNS. Donc, je dois éditer le fichier etcresult.com. Ici, je vais mettre l'adresse de mon routeur ADSL. En plus, je vais autoriser les paquets émis vers le protocole UDP port 53 pour utiliser par DNS. Donc, sudo iptables -a output yes 192.168.1.100 UDP -d port 53 accept. Si vous trouvez des difficultés à comprendre ces requêtes, je vous rappelle que tout ça a été expliqué dans la vidéo numéro 2. Donc, je vais mettre ping www.google.com, c'est bon. Donc, la connexion à Internet est bien configurée, sauf que je dois aussi autoriser les paquets vers le protocole TCP, non pas ICMP seulement, TCP, J7. Maintenant, puisque la connexion Internet est bien configurée, je peux donc installer mon serveur SSH.
faut supprimer ce fichier de log. La connexion à Internet se voit intéressante puisque on peut maintenant mettre à jour la distribution Ubuntu sur laquelle on a configuré le routeur et le pare-feu. Donc déjà, après avoir configuré la connexion à Internet, il propose ici de mettre à jour le serveur, le routeur. On a un autre fichier log à supprimer. C'est bon. De la même façon, on va modifier le port d'écoute sur ce serveur. On va choisir le port suivant, donc 23148 cette fois. Il faut donc éditer le fichier sshd config situé sur le répertoire /etc/ssh. cd menu c/ssh/sshd config. Je vais modifier ce port par 23148. Et cette fois, je ne vais pas autoriser les connexions en utilisant les mots de passe, puisqu'on va augmenter le niveau de sécurité par authentifier les clients par paire de clés et non pas par mot de passe. Donc, on va voir tout ça par la suite. Pour que ces modifications prennent effet, je dois redémarrer le service SSH. SSH statut. Voilà, active running, donc le serveur est démarré. C'est bon. Maintenant, la bonne pratique, c'est de créer un utilisateur pour l'accès à distance, donc et non pas utiliser le compte root. Donc je vais créer un nouvel utilisateur, sudo add user, que je vais nommer ssh user, mot de passe, encore une fois, full name, par exemple utilisateur ssh. Je vais laisser les autres paramètres par défaut. Est-ce que ces informations sont correctes? Oui, donc si vous voyez bien, le Y est en majuscule, le petit n est en minuscule, donc même si je fais entrer, donc l'option par défaut c'est yes. C'est bon. Je vais ajouter l'utilisateur SSH user au groupe sudo pour qu'il puisse exécuter les commandes d'administration. Sudo add user ssh user sudo adding user ssh user to group sudo. C'est bien. Je dois autoriser les paquets qui entrent sur ce routeur sur le port TCP 23148. Sudo ptable -a input -tcp -d port 23148 -j accepte. La politique par défaut c'est refuser tout. Donc si je n'accepte pas explicitement, ces paquets seront rejetés. Et bien sûr, les réponses à ces paquets, output, s'ils représentent une réponse à des paquets déjà reçus, donc il faut les accepter.
state normal state établi chez le relais accept. Donc c'est bien. Donc au niveau du routeur, les paquets reçus sur l'interface 192.168.1.100 sur le port 23148 seront donc acceptés. Et leur réponse aussi. Il reste à ajouter un mappage de port sur le routeur ADSL. Comme on a fait pour le premier mappage. Donc on dit à notre routeur ADSL, si vous acceptez des requêtes vers le port 23148, c'est le protocole TCP, il faut les rediriger vers 192.168.1.100 sur le port 23148. On a expliqué tout ça sur les vidéos précédentes. Donc normalement je peux tester maintenant par se connecter à partir de la machine cliente vers le routeur en utilisant le protocole SSH. Donc je vais mettre la commande exit puisque je suis connecté avec le compte root sur la machine Debian sur le serveur web. Donc je vais mettre exit. Je suis maintenant sur la machine locale et je vais me connecter vers le routeur. Donc je vais mettre SSH. Le nom d'utilisateur, on a dit SSH user. Add le nom de domaine sur le port 23148. Une remarque avant de se connecter. Si par exemple je me connecte sur le routeur et puis je lance une application qui nécessite une interface graphique, par exemple l'application le capture de paquet Wireshark. Donc si je clique sur entrée maintenant, je vais me connecter sur le routeur et puis en lançant le logiciel Wireshark, l'interface graphique va être normalement lancée sur le routeur. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais ajouter l'option -X pour exécuter l'application Wireshark sur le routeur, mais l'affichage, j'ai besoin de cet affichage sur cette machine et non pas sur le routeur. Donc j'ajoute l'option -X, donc qui consiste à se loguer à distance en mode graphique. Donc on peut exécuter des applications graphiques sur le serveur distant. La fenêtre graphique de l'application et son contenu seront envoyés par le réseau vers cette machine. Donc les données saisies par le clavier et les données de la souris de la machine client de cette machine seront envoyées vers le serveur. Réception de l'affichage graphique et envoi des données du clavier et de la souris. Entrée. De la même façon, vous pouvez vérifier donc l'empreinte de la clé publique du routeur. Donc je vais mettre yes maintenant. À vous de vérifier. Quel est le mot de passe de SSH user? Je vais mettre le mot de passe. C'est bon, donc je me suis connecté vers SSH user. Maintenant n'oubliez pas que je suis maintenant sur le routeur connecté avec cet utilisateur. J'ai ajouté cet utilisateur au groupe sudo, donc je peux par exemple lancer l'application Wireshark avec sudo, mot de passe d'administration, et je constate que l'interface graphique de Wireshark ne se lance pas. Donc je vais mettre CTRL-C. Avant tout, je vais mettre la commande ps-ef y-x. Donc vous pouvez voir no listen TCP. Qu'est-ce que ça veut dire?
le système d'affichage, le système X, par défaut, n'écoute pas sur le port TCP. Donc, c'est ce qu'on va modifier dans une première étape. Pour faire ça, il faut modifier le fichier de configuration des gestionnaires de session graphique utilisé par Ubuntu 16.04 qui est LightDM, Light Display Manager. Donc, le fichier c'est /user /share /lightdm/lightdm.conf.d et le fichier c'est sequence xservercommand.conf. On va ajouter une nouvelle ligne ici, xserver allow tcp égale true. CTRL X. Yes. Il faut redémarrer le serveur d'affichage, le service LightDM, pour que les modifications prennent effet. Donc, je vais mettre sudo service start donc normalement on a fait une erreur. Normalement je modifie ce fichier sur la machine cliente. J'ai oublié que je suis déjà sur le serveur. Donc il faut se déconnecter du serveur. Et maintenant je vais modifier le fichier user share lightdm.conf sequence gedit. Voilà. Je vais ajouter donc la ligne xserver allow tcp égale true et enregistrer les modifications. Donc pourquoi? Pour accepter le trafic entrant sur la machine cliente et qui est en relation avec l'affichage graphique. Donc pour que ces modifications prennent effet, je vais redémarrer le service LightDM sur le client. Donc maintenant, si je mets ps ef g x no listen TCP, peut-être on a mis une erreur. Allow TCP égale true. Et puis je redémarre le service IBM. Yes, x. Donc maintenant, moins listen TCP et non pas no listen TCP. Donc c'est bon. Je vais donc me connecter encore une fois sur le routeur. SSH-X, SSH user, tout ça. C'est bon. Je vais lancer le logiciel Wireshark. Ça ne marche pas. Une petite modification sur le fichier etc host sur le serveur est nécessaire. Sur le serveur, je vais modifier le fichier etc host comme suit. Ici, je vais mettre localhost local domain.
localhost 4 et localhost 4.local domain 4. De même, pour l'écoute sur le protocole IP version 6, je vais ajouter localhost localhost.localdomain localhost 6 localdomain 6. Voilà, CTRL X, yes, enregistré. Je vais lancer le logiciel Wireshark. Comme vous voyez, donc Wireshark s'est lancé, l'exécution est faite sur le routeur, mais l'affichage se fait sur cette machine, sur la machine client SSH. Donc ce message pour dire que vous faites la capture en tant que super utilisateur. OK. Déjà, vous voyez que en lançant la capture, il y a donc les possibilités suivantes. NS33, 38 et 39, ce sont les interfaces qui existent sur la machine routeur. Parce que ici, le client Ubuntu SSH ne possède qu'une seule interface. Ça prouve que je suis connecté sur le routeur. Un affichage sur la machine cliente, mais l'application tourne sur le routeur. De même, si je lance l'explorateur du fichier, par exemple, je vais créer un document sur le bureau. Que je vais nommer test. Sur le routeur, je vais afficher le contenu du bureau de l'utilisateur SSH, donc ls/ssh/user/desktop. Donc vous voyez que je trouve le dossier test que je viens de créer. Donc de même, ça prouve que j'ai lancé l'explorateur de fichiers sur la machine routeur et non pas sur la machine client. Donc ça c'est juste l'affichage envoyé par la machine routeur. Donc on a vu comment accéder aux applications graphiques. Jusqu'à maintenant, on s'est connecté vers la machine routeur en utilisant un nom d'utilisateur, par exemple SSH user et son mot de passe. Pour augmenter le niveau de sécurité, l'authentification du client peut se faire en utilisant une paire de clés, clés publiques et clés privées. Donc, comme nous avons reçu ou bien téléchargé la clé publique du serveur pour pouvoir se connecter avec lui, de la même façon, on va créer une paire de clés sur le client et envoyer notre clé publique vers le serveur. Donc, client et serveur, les deux possèdent une clé publique et une clé privée. Si le client, donc, il va se servir de ces deux clés pour s'authentifier. Donc, pas besoin de mettre à chaque fois le mot de passe de l'utilisateur. Pour que le client puisse créer une paire de clés, la commande c'est SSH keygen, mais avant je dois mettre la commande exit. SSH keygen
L'algorithme qu'on veut utiliser, donc RSA, on peut mettre DSA. La taille de la clé, 1024 ou bien 2048 par exemple. Entrée, donc où voulez-vous enregistrer la clé privée? Donc par défaut, sur le répertoire .ssh, le répertoire personnel de l'utilisateur Z, .ssh, identité RSA, je vais mettre entrée, donc laisser le paramètre par défaut. Maintenant, SSH nous demande d'entrer une passphrase. Le passphrase est un mot de passe pour protéger la clé privée. Cette passphrase sert à chiffrer la clé privée. Donc la passphrase vous sera demandée à chaque utilisation de la clé privée, c'est-à-dire à chaque fois que vous vous connecterez en utilisant cette méthode d'authentification. Il y a un utilitaire qui empêche donc la saisie à chaque fois des passphrases. Maintenant, on va choisir par exemple un passphrase de 4 caractères. Donc il a dit saving key failed, passphrase is too short, minimum 5 characters. Donc on va mettre un passphrase plus compliqué et qui contient au moins 5 caractères. C'est bon, je peux afficher le contenu du répertoire .ssh. Vous voyez donc identité RSA c'est la clé privée, identité RSA.pub c'est la clé publique, NeonHost c'est le fichier qui contient les clés publiques des serveurs. Si vous vous rappelez, lors de la première connexion vers le routeur, il nous a demandé de valider le fingerprint. On a mis yes, ok. Donc il a enregistré la clé publique sur le fichier NeonHost pour ne pas demander à chaque fois de vérifier le fingerprint. Maintenant, il faut copier la clé publique vers le routeur. Et cette copie doit être faite d'une façon sécurisée. Donc on va utiliser la commande ssh copy id et on va mettre l'emplacement de la clé, donc identité rsa.pu, on va la copier pour l'utilisateur ssh user situé sur la machine. Je vais mettre le nom de domaine et bien sûr le port 23140. Le mot de passe de l'utilisateur SSH user. Donc number of keys added 1. Donc c'est bon, la clé a été copiée vers le routeur. Donc maintenant si je me connecte en utilisant la commande ssh-x comme tout à l'heure, entrée, je constate qu'il ne demande pas le mot de passe de l'utilisateur SSH user. Maintenant l'authentification se fait par paire de clés. Donc il va utiliser la clé privée qui a été chiffrée avec la passphrase. Donc il a dit entrer avant tout la passphrase. Je vais mettre la passphrase. Et voilà, donc je suis connecté sur le routeur avec l'utilisateur SSH user. J'ai pas mis le mot de passe de l'utilisateur SSH user puisque l'authentification se fait maintenant par paire de clés. C'est-à-dire le serveur il va être sûr que c'est l'utilisateur SSH user qui a voulu ouvrir une connexion SSH puisque il possède la clé publique de cet utilisateur. Donc si je chiffre un trafic avec la clé privée de l'utilisateur SSH user et normalement c'est le seul utilisateur que possède la clé privée, et le routeur va utiliser la clé publique qu'on a copiée tout à l'heure pour déchiffrer ce trafic. Donc puisqu'il va
déchiffrer le trafic correctement, il va être sûr que c'est vraiment l'utilisateur SSH user qui a donc voulu se connecter. Sur le routeur, on a ajouté plusieurs règles de filtrage, donc n'oubliez pas de les sauvegarder avec la commande iptables netfilter persistent C. Donc cela, cette commande enregistre les commandes qu'on vient de mettre dans le fichier etc iptables rules.v4. Aujourd'hui, on a vu comment accéder à notre serveur web et à notre routeur depuis une machine distante en utilisant le réseau Internet, tout en gardant confidentiel tout le trafic échangé entre le client et la machine distante, en utilisant le protocole SSH. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir c'est quoi un VPN, Virtual Private Network, et comment le configurer. Merci pour votre attention.